Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 6e épisode du balado Microscope, le balado de la Fondation de la recherche pédiatrique qui vise à mieux comprendre les recherches scientifiques qu'on soutient et surtout l'impact concret que ça a dans la vie des jeunes et de leurs familles. Et je suis très heureuse d'annoncer que le balado est maintenant présenté par l'équipe Gilbert associée à IG Gestion privée de patrimoine, une entreprise qui, comme la Fondation, pense que d'investir maintenant, de bien planifier maintenant, va avoir des impacts positifs dans le futur. Et si vous pensez que mieux planifier votre don pourrait vous aider à peut-être donner davantage ou commencer à donner à la Fondation de la recherche pédiatrique, les experts en philanthropie de l'équipe Gilbert associée à IG Gestion de patrimoine peuvent vous aider. Le lien de l'entreprise va être en description de l'épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont presque tout le monde parle, l'anxiété et la dépression. Au cours des 20 dernières années, ça a augmenté de beaucoup chez les jeunes. C'est 30 à 40 % qui disent avoir une anxiété, une détresse significative. Mais est-ce qu'on comprend bien les facteurs à la base de l'anxiété et de la dépression? Pourquoi il y a certains jeunes qui développent une anxiété persistante alors que d'autres qui ont vécu une expérience similaire ne vont pas en développer? Est-ce que les écrans jouent un rôle? Le sommeil, la pression scolaire, la génétique et même l'éducation des parents ont une influence sur l'anxiété, la dépression? C'est ce qu'on va essayer de comprendre pour essayer de mieux peut-être prévenir et soutenir les jeunes. Et c'est pourquoi la Fondation a décidé d'investir pour la première fois dans une nouvelle chaire de recherche sur la santé et le bien-être des jeunes. C'est un projet structurant qui va aider à mieux comprendre les trajectoires d'anxiété et de dépression de l'enfance jusqu'à l'âge adulte pour identifier s'il y a des moments clés où on peut agir plus tôt, plus efficacement et plus durablement. Pour en parler, je reçois 2 personnes d'exception, la professeure Geneviève Morneau-Vaillancourt, qui est psychologue de formation et qui est à la tête de la chaire de recherche et est spécialisée en trajectoire longitudinale en santé mentale jeunesse, et le docteur Lionel Carman, neuropédiatre au CHU Sainte-Justine, ancien ministre responsable des services sociaux, qui connaît à la fois la réalité clinique et les décisions qui structurent notre système. Ça va être vraiment des discussions riches, on va en apprendre beaucoup sur pourquoi sommes-nous plus anxieux et dépressifs qu'avant. Ça va être un très bon épisode. Bonne écoute tout le monde. Merci Geneviève d'être avec nous aujourd'hui. Merci Monsieur Carman. OK, là on va parler d'anxiété. Je suis très, très contente de parler de ce sujet-là parce qu'on en parle de plus en plus de l'anxiété, mais je suis pas sûre que tout le monde sait exactement c'est quoi ce qu'on peut faire pour l'apaiser ou même peut-être la guérir. Moi, quand je pense santé mentale, on dirait que je pense plus à des troubles d'adultes, mais pour les enfants, les jeunes, c'est le bien-être mental, on dirait que j'en entends pas si souvent parler, tu sais, de cette importance-là, puis des recherches qui peuvent être faites pour les aider, les accompagner, notamment pour l'anxiété, parce que ça peut commencer très jeune, là, c'est ça? Oui, tout pas à fait. juste avec des problèmes d'adultes, là, les enfants très, très jeunes peuvent commencer à avoir de l'anxiété. Vers quel âge ça peut commencer? Tout à fait. Ben, l'anxiété, en fait, c'est un des troubles mentaux qui débutent le plus tôt dans la vie. Donc, même avant l'adolescence, souvent, l'anxiété de séparation, c'est quelque chose qui survient à l'enfance. Mais la très grande majorité des personnes qui vont recevoir un diagnostic de trouble anxieux vont le recevoir avant l'âge de 18-20 ans. Donc, c'est vraiment... Wow. Ce sont particulièrement les troubles anxieux. Et moi, je m'intéresse aux troubles anxieux et aux troubles dépressifs parce qu'ils sont très, très associés. Donc, souvent, quand on parle d'anxiété, on parle aussi de dépression. Donc, les gens qui vont avoir un trouble anxieux sont beaucoup plus à risque d'avoir aussi un épisode dépressif, un trouble dépressif. Mais l'anxiété, on dirait, attire un petit peu plus notre attention. Et oui, effectivement, c'est quelque chose qui émerge très tôt dans le développement. D'où l'importance de comprendre les facteurs précoces à la petite enfance, à l'enfance, sur lesquels on peut venir agir tôt pour prévenir leur émergence et leur persistance aussi dans le temps. OK. Si on revient à la base, c'est quoi l'anxiété? Sa définition, ses symptômes. Moi, c'est simple. Pour moi, c'est le mal du 21e siècle. Ah, carrément! Ah oui, absolument. Et surtout chez les jeunes. Parce qu'on a parlé d'anxiété de séparation, mais il y a de l'anxiété de performance, il y a de l'anxiété
tout mène à l'anxiété. Maintenant, nos jeunes sont tellement surveillés puis se checkent les uns les autres là, que c'est rendu le mal du siècle. Là. Puis heureusement qu'on a des chercheurs qui se penchent là-dessus. Là. Tout à fait, tout à fait. Puis ce que vous dites, c'est soutenu aussi par les données parce que ce que les études montrent depuis les 10, 15, 20 dernières années, c'est une hausse assez marquée de l'anxiété, tu sais, qui est problématique, donc vraiment diagnostiquée chez les jeunes adolescents particulièrement, là, on peut dire de 12 à 25 ans, là, qui depuis les années 2010 environ, on remarque beaucoup plus de consultations, beaucoup plus de diagnostics. Au Québec, par exemple, je sais qu'il y a une grande enquête qui est faite périodiquement là, sur les jeunes au secondaire, sur des milliers de jeunes au secondaire, qui a été faite notamment il y a à peu près 10 ans, donc 2015-2016. Et depuis cette période, ça fait seulement 10 ans, les taux d'anxiété ont vraiment doublé. Donc, on est passé d'à peu près 10 % de troubles anxieux chez les jeunes du secondaire, secondaire 1 à secondaire 5, à 20 % de troubles diagnostiqués. Et là, ici, on parle de troubles diagnostiqués. On ne parle pas de gens qui souffrent peut-être plus en silence. Pour avoir un diagnostic, il faut avoir accès à un médecin, il faut avoir accès à un professionnel de la santé. C'est pas tout le monde qui a aussi l'ouverture ou les outils pour aller consulter. Donc ça, c'est une chose. Donc la hausse, elle est vraiment marquée et on la remarque dans les écoles, on la remarque sur le terrain, mais on la remarque aussi dans les données des grandes études. Donc c'est pas juste parce qu'on est plus allumé là-dessus, on en parle plus, donc on fait plus de diagnostics. C'est vraiment un fait que il y en a plus qu'avant. Absolument. Oui. Moi, j'ai pas de doute là-dessus. Là. Tout à fait. Ben, c'est ce que les chiffres nous montrent. Maintenant, tu sais, je pense qu'il y a plusieurs nuances à apporter aussi. Tu sais, là, on parle de troubles diagnostiqués. C'est important de s'en occuper et de s'en préoccuper. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que l'anxiété, tu sais, là, il y a un discours aussi très... avec raison, là, on en parle beaucoup, mais l'anxiété et la dépression aussi, la tristesse de façon générale, ce sont des choses qui sont tout à fait normales et que tout le monde va vivre dans sa vie. Donc, même que elles sont des formes d'adaptation. Donc, si on vit un peu d'anxiété avant une compétition, un examen, c'est tout à fait normal. Ça va même nous aider à nous préparer. Donc, ça, c'est important aussi de ne pas démoniser l'anxiété, de voir ça comme quelque chose qui est tout à fait normal. Maintenant, quand il faut s'en préoccuper, c'est lorsque ça vient vraiment affecter notre fonctionnement. Donc, notre capacité à aller à l'école, à performer à l'école, à maintenir des bonnes relations sociales avec les autres. Et donc, le fonctionnement, et lorsque ça persiste dans le temps aussi. Donc, lorsque ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois, là, il faut se poser des questions puis aller chercher de l'aide. Même juste plusieurs semaines, là, on parle pas d'années, là, juste plusieurs semaines, ça peut être une démonstration qu'on a un trouble anxieux chronique, mettons. Bien, en fait, pour l'anxiété, là, c'est sûr qu'il y a différents critères diagnostiques là, pour tous ces troubles-là qui sont dans le grand manuel là, des psychiatres qui s'appelle le DSM. Là. Mais pour l'anxiété, on parle peut-être plus de mois. Mais pour la dépression, c'est pour vivre un épisode dépressif, on parle de 2 semaines seulement, à tous les jours, où on vit de la tristesse très marquée, où ça affecte notre fonctionnement. Donc oui, effectivement, ça peut être... Puis un des messages qu'on a voulu envoyer ces dernières années, là, comme gouvernement, ça a été, tu sais, vaut mieux en parler tôt qu'attendre. Mm-hmm. Attendre en silence, tu sais. Fait que le message, c'est, dès qu'il y a quelque chose qui vous inquiète, ben, posez des questions à vos enfants, à vos amis, à vos parents, parce que c'est la première chose à faire. C'est comment ça va. C'est la première chose qu'il faut demander. Ça, c'est important de le faire le plus tôt possible. Mm. C'est ça, que ce soit pas juste... Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous n'avez pas mis d'abord dit d'abord que la personne doit s'ouvrir aux autres, mais que on doit tous être à l'écoute des gens qui nous entourent, puis nous-mêmes aussi prendre la responsabilité de demander à l'autre si elle va bien. C'est vraiment intéressant. Ouais. On entend souvent, il faut le dire quand ça va pas, mais des fois, c'est pas nécessairement possible pour la personne. Donc, aux autres, d'être à l'écoute de ça, c'est surtout vraiment intéressant. Surtout si t'es un parent. Oui, exact, c'est ça. C'est vrai que... Mais depuis la pandémie, on se demande un petit peu plus comment on va. Je sais pas si c'est encore le cas, là, mais ça faisait du bien quand même de se demander pour vrai comment on allait, puis de sentir qu'on pouvait répondre honnêtement et que les gens allaient être à l'écoute, là.
Ça a changé quelque chose, je pense. Nous, ce qu'on a vu, c'est une explosion de la demande après la pandémie. Tu sais, les appels au 811, option 2, les demandes de consultation là, ont vraiment explosé. Je dirais même doublé. Il y a deux choses. Il y a, oui, les gens ont été affectés par la pandémie, mais comme vous dites, là, les gens ont également appris à lever la main. Puis ça, c'est une bonne chose. Puis moi, je pense que c'est un peu dans cette lancée-là là, qu'il faut continuer à améliorer l'accès aux services. Puis j'espère que la recherche qui va être faite va nous permettre de mieux cibler les gens qui ont besoin d'aide, puis encore plus intéressant, aller vers la prévention. Parce que ce qu'on veut, c'est éviter ces situations-là. Donc moi, je suis très, très enchanté là, des travaux qui vont avoir lieu ici. J'ai pas bien compris les symptômes dépressifs, c'est quoi? Est-ce qu'on peut, tu sais, comment on peut dire, je pense que je suis une personne, j'étudie dépressive, là, anxieux. Comment on peut savoir si on est une personne anxieuse ou si quelqu'un dans notre entourage est anxieux? C'est quoi qu'on observe? C'est quoi les changements chez cette personne-là? Bien, ça peut se manifester de différentes façons, mais une des premières choses à laquelle on pense, ce sont des pensées envahissantes. Donc, lorsque on a un souci qui nous revient toujours en tête, qui nous obsède, lorsqu'il y a une anticipation marquée par rapport à des choses qui peuvent se produire dans l'avenir, mais l'anticipation qui est un petit peu trop importante pour ce que ça devrait être, finalement. L'anxiété, ça peut se manifester aussi physiologiquement, tu sais, chez les enfants, souvent, c'est comme ça qu'on va le trouver, c'est que l'enfant va avoir mal au ventre en allant à l'école. Donc, c'est ça. Donc, des inquiétudes répétées, des pensées envahissantes, des symptômes physiologiques. Tout ça, ce sont des signes d'anxiété. Maintenant, tu sais, je reviens aussi à la notion de normalité. C'est tout à fait normal, avant de faire une présentation orale à l'école, de sentir son cœur battre vite. Tu sais, c'est normal. C'est le corps positif. qui... C'est positif. Oui, c'est ça. Mais ça, est-ce que exactement. c'est plus du stress que de l'anxiété? Tu sais, c'est quoi la différence entre le stress et l'anxiété? Effectivement, ça serait peut-être plus du stress parce que quand on parle de stress, on parle d'une réponse à un événement qui se produit en temps réel. Puis le stress peut être très positif. Là. Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a un moteur, ça fait mettre en action, ça, tu sais... Exactement. Ben, il y a la fameuse courbe en U où on dit que, par exemple, pour les athlètes, là, si les athlètes veulent, généralement, ce que les études montrent là-dessus, c'est que si on veut bien performer, il faut atteindre un certain niveau de stress. Parce que si on n'en a pas du tout, on n'est pas assez activé. Si on en a trop, on va être paralysé, ça va nous affecter. Donc, il y a un certain niveau de stress qui est tout à fait, qui est bon, comme vous le disiez, qui nous permet de donner le maximum de ce qu'on peut donner. OK. Oui. Donc, c'est ça, il y a le stress. Il y a le stress. Et l'anxiété, c'est ça, c'est d'anticiper. Puis de façon intensive et obsédante. Là, oui, si exactement. Et là, le but des recherches, de la chaire de recherche, c'est de voir qu'est-ce qui cause ça, cette montée-là de l'anxiété chez les jeunes, principalement. Oui. C'est ça, dans toute la société, comme vous dites. Mais c'est quoi les facteurs? Exactement. Les facteurs de risque, mais aussi les facteurs de protection. Donc, les facteurs positifs sur lesquels on peut agir qui vont nous permettre de soutenir les jeunes. Donc, l'objectif général, c'est vraiment de venir identifier tous ces facteurs-là, donc de risque et de protection, qui sont associés à l'anxiété. Donc, qu'est-ce qui fait que certains jeunes vont être plus susceptibles que d'autres de développer de l'anxiété et de la dépression? Et là, dans ces facteurs-là, il y a vraiment une panoplie de causes potentielles. Donc, c'est vraiment multifactoriel. C'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est on aimerait ça pouvoir mettre le doigt sur une seule cause. Ce sont les cellulaires, les réseaux sociaux. Tu sais, oui, ça fait peut-être partie du portrait, mais c'est vraiment pas, c'est pas la réponse absolue. Puis en science, souvent, ce qui est plate, c'est on n'a jamais de réponse fixe, là, tu sais, de la vérité absolue en science. C'est pas vraiment quelque chose qui existe. On essaie de s'en rapprocher le plus possible.
Mais il faut comprendre que c'est ça, ce sont des causes multifactorielles. Et quand on parle de psychologie, d'anxiété, de dépression, c'est tellement complexe qu'on n'a pas le choix d'élargir nos horizons, de considérer plusieurs choses. Puis dans ces facteurs-là, je peux peut-être en nommer quelques-uns. Tu sais, il y a différentes sphères. Donc, il y a premièrement la sphère de la famille. Tu sais, par exemple, il y a certaines études qui montrent que les pratiques comment les parents se comportent avec les jeunes, ça a changé drastiquement dans les 20-25 dernières années. Pourquoi? Pourquoi? Ça, c'est une bonne question. Je pourrais pas... Peut-être parce que les familles sont moins nombreuses, mais il y a Donc, les parents éduquent pas leur enfant de la même manière. Il y a pas la même ambiance dans les chaumières, là, si je comprends bien, là, depuis 20 ans. La chose dont je peux parler, c'est peut-être plus la surprotection. Donc, de surprotéger les enfants, c'est quelque chose qui a augmenté dans les dernières décennies. Et ça, pour l'anxiété, c'est pas nécessairement une bonne chose parce que les enfants doivent apprendre à se débrouiller, à faire face à l'échec, à trouver des outils, tu sais, pour s'adapter eux-mêmes. Ouais, même que les pédiatres, ils nous disent maintenant là, qu'il faut laisser les enfants prendre des risques. Là. On peut pas élever nos enfants sans qu'ils prennent aucun risque. Ils ne peuvent pas tomber, ils ne peuvent pas manger de sable, ils ne peuvent pas faire ci. Ça se peut pas, là. Donc là, même les pédiatres commencent à lever la main, dire il faut... parce que là, c'est vrai, là, il y a les cours d'école sont de plus en plus aseptisés, il y a moins de jeux, tout ça. Donc vous, comme médecin, parce que vous êtes neuropédiatre... Qu'est-ce qu'on a entendu l'autre fois, là, les buttes de neige là, oui. de telle hauteur, là, voyons, à un moment donné, là. Tout à fait. Vous êtes pas pour ça, vous. Faut laisser les jeunes s'amuser. Nos enfants, ils se sont cassés les bras, cassés une jambe, ça des choses qui arrivent, là, mais... mais c'est ça, comment la politique peut gérer ce genre de choses-là? Ben nous, ce qu'on pense qui est important, c'est justement, c'est ça qu'il faut essayer de changer la culture. Là. Il faut avoir plus d'évidence pour supporter nos décisions. C'est, nous, ce qu'on aimerait, là, moi, ce que j'ai toujours milité pour, là, c'est moins de lobby puis plus d'évidence scientifique. C'est un peu pour ça que je me suis lancé en politique. Moi, je faisais de la recherche en neurodéveloppement. J'étais médecin également. Puis des programmes qu'on savait efficaces, ben ils n'étaient pas implantés par le gouvernement. Fait que, c'est pourquoi ces choses-là arrivent. Puis ce qu'il faut faire maintenant, puis ce qu'on a réussi à faire en partie, c'est de mettre de l'avant des programmes qui ont une base vraiment scientifique prouvée. Puis par rapport à ce que le docteur parle, c'est, par exemple, on a réussi à rentrer dans les écoles pour des programmes de santé mentale. Donc la porte est entrouverte là, pour elle, puis ses recherches futures. Puis ça prend plus d'initiatives comme ça, basées sur la science. Donc, c'était votre moteur pour vous lancer en politique, de vraiment que la science, les recherches scientifiques, dont celle de la Fondation de la recherche pédiatrique, puissent être vraiment redonnées aux citoyens d'une certaine façon, que les citoyens aient accès à concrètement dans leur vie à ce que les études démontrent. Exact. Parce que des fois, c'est des gros changements. Ben, c'est pas simple. Non, mais c'est ça, c'est un beau défi. C'est vraiment pas simple parce que, il faut que qu'on soit prêt à ces changements-là. C'est parce que la politique, ça évolue à la vitesse de la société, là, tandis que la science, ça va un peu plus vite. Mais oui, exactement. Donc, c'est toutes des choses qu'il faut travailler, puis il faut que les médecins puis les chercheurs, ben, ils fassent un peu de ce qu'on appelle de la politique, là, c'est influencer l'opinion publique. Puis ça, c'est important, puis c'est pour ça que j'ai accepté de venir au balado aujourd'hui, parce que c'est un peu ce que vous faites par votre travail, puis ça, c'est important, très important. Merci. Est-ce que vous trouvez que la science et la politique collaborent bien? Ah non. Non? Non. Il y a encore beaucoup de travail à faire. OK. Il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est intéressant. Puis de notre côté, comme chercheur, j'ajouterais que tu parlais de redonner à la population ce que le meilleur. Tu sais, nous, comme chercheurs, il ne faut jamais oublier que les fonds qui servent à notre recherche, ce sont des fonds publics. Ce sont les contribuables qui financent directement nos travaux, tu sais. Donc ils méritent aussi d'être au courant de ce qui se passe, des résultats de la recherche. Et ils méritent aussi, comme disait M. Carman, les meilleures interventions possibles
basé sur des données probantes. C'est parce que c'est comme ça qu'on va maximiser nos investissements aussi. Mm-hmm. Quand vous disiez, M. Carman, qu'il y avait une implantation dans les écoles en ce moment, un programme que vous avez fait, c'est quoi ça? Mais on a par exemple le programme Hors-Piste, où on a des intervenants de la santé publique ou d'organismes communautaires qui vont dans les écoles parler de santé mentale positive, qui font du dépistage de troubles anxieux. Puis ceux qui ont des besoins, ben, ils les réfèrent pour des services. Puis des services que j'aime beaucoup, c'est les activités dans la nature. Oui, on a parlé j'aimerais ici ça, dans un balado. Oui, ça a l'air à fonctionner très, très bien. Donc ça, c'est un des programmes. Là. D'ailleurs, je pense qu'une des parties a été débutée à Sherbrooke, d'ailleurs. Sherbrooke puis en Montérégie, de ce programme-là. Donc, c'est ce style d'activité-là qu'on a déployé dans toutes les écoles du Québec. Je pense que c'est comme 80% des écoles sont desservies. Puis j'aimerais vraiment que ce soit 100% parce que c'est prouvé scientifiquement, ça a du mérite, puis c'est efficace. Mais c'est vrai que c'est vraiment intéressant ce que vous dites. C'est rare qu'on a accès à ça, mais des fois, ça m'est arrivé souvent là, de me dire, mais voyons, c'est prouvé, c'est ça scientifiquement que telle chose fonctionne. Pourquoi on n'a pas accès? Pourquoi c'est pas mis en place? Pourquoi on le dit pas assez? C'est comme si c'est quelque chose qui bloque à quelque part. Donc, justement, les interventions en nature pour les jeunes ou la façon que les écoles sont faites. Ou bon, il y a plein de choses là, qu'on pourrait dire. Mais c'est parce que ça demande un changement de culture. Puis investir dans la prévention, c'est pas évident non plus. C'est des choses qu'il faut discuter, puis des choses qu'il faut continuer à s'améliorer. On en a fait un bout ces dernières années, mais il faut que l'élan continue. Vous avez encore espoir qu'on peut s'améliorer? Oui, il y a un changement de culture qui est amorcé, puis j'espère qu'il va continuer. Ah, mais c'est beau. En tout cas, merci de faire ça. C'est le but aussi du balado parce que des fois, la recherche scientifique, c'est un peu vu comme quelque chose d'élitiste qui est loin de nous, mais c'est fait concrètement pour aider les gens, pour changer le quotidien, avoir prendre action concrètement dans la vie des gens. C'est pour les gens que vous faites ça, mais des fois, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Ils font quoi dans leur laboratoire? Fait que c'était vraiment pour ramener ça dans la vie des gens, ce balado-là. Fait que c'est le fun. Si on revient à l'anxiété, là, on a parlé des parents, de la façon dont peut-être la différente façon dont on élève nos enfants dans les 20 dernières années. C'est quand même quelque chose qu'on n'a pas souvent entendu parler. Donc, ce serait dû à la surprotection, possiblement, des familles peu nombreuses. Bien, pas que, c'est ça. Donc, mais quoi d'autre? C'est ça, exactement. Donc, tantôt, je parlais d'un modèle multifactoriel, voulant dire qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer ce risque-là de développer de l'anxiété. La famille, c'est une sphère. Il y a aussi la question de ce qui se passe dans les écoles. Certains observateurs notent que les jeunes font de plus en plus face à une pression académique élevée. Tu sais, on le mentionnait tout à l'heure, là, on vit dans une société de performance. C'est comme si tout le monde devait toujours réussir. Tu sais, c'est comme si être moyen ou être normal dans quelque chose s'était rendu négatif. Tu sais. Donc il y a cette dimension-là. Puis il y a aussi une dimension qui attire beaucoup d'attention, je l'ai mentionné brièvement tantôt, mais toute la question de la vie en ligne et des réseaux sociaux. Et là, il y a beaucoup de chercheurs qui parlent de ça, pas seulement à cause de qu'est-ce que ça peut faire d'être exposé à des réseaux sociaux, c'est-à-dire lorsqu'on est sur Instagram, on va se comparer socialement. Bon, ça, c'est une chose, tu sais. Mais tout ce que ça retire aussi aux jeunes. Donc, les jeunes qui passent, et les jeunes passent beaucoup de temps sur les écrans, ça aussi, c'est documenté. Il y a un quart des jeunes au Québec qui passent 4 heures et plus par jour sur les écrans en dehors de l'école. Quoi? C'est énorme. Mais c'est énorme. C'est énorme et c'est... Oui, c'est énorme, effectivement. 4 heures, Il n'y a pas d'autre mot, hein? C'est énorme. C'est 4 heures que tu n'as pas parlé avec tes amis, tu n'es pas allé prendre une marche dehors, tu n'as pas joué au parc, tu n'as pas parlé avec tes parents, tu n'as pas fait des muffins, tu n'as pas, tu sais, comme des choses, tu n'as pas lu un livre. Tout ce que tu viens de nommer, c'est exactement ce sont... Et la chose la plus prépondérante, selon moi, je me suis beaucoup intéressée à la question de l'isolement social et l'importance des relations, c'est que ce sont des jeunes qui ne vont plus dans des parties. Ce sont des jeunes de 18 ans qui ne vont plus au bar. Les bars et les clubs ont tous fermé.
on était probablement la dernière génération à pouvoir avoir accès à des discothèques. Les jeunes ne sortent plus. C'est à mon plus grand malheur. Exactement. Moi aussi. Les jeunes ne sortent plus. Les jeunes, il y a des données qui montrent qu'ils consomment moins d'alcool. Les jeunes hommes allaient plus souvent ils rentraient plus souvent à l'hôpital pour des blessures associées à des accidents d'auto aux États-Unis, surtout des accidents physiques. Donc, ce que ça veut dire, c'est que nos jeunes restent à la maison et sont sur des écrans. Donc, ils ont moins de relations sociales positives et ils ont moins d'occasion aussi de développer leurs compétences sociales parce que ça, c'est un muscle qui se travaille. S'exposer aux autres, développer des compétences sociales essentielles pour naviguer dans la vie. Si on est toujours sur un téléphone et qu'on n'est pas capable, on interagit moins, on va avoir une lacune à ce niveau-là. Donc, les réseaux sociaux, c'est ça, leurs effets sont très complexes et peuvent comme découler en cascade comme ça parce que ça a des impacts sur plein de sphères du quotidien. Donc, quand on parle des réseaux sociaux, des écrans, c'est pas seulement ce qu'on voit sur le téléphone. Comme je viens de le dire, c'est ça. C'est tous les effets connexes, là. Oui, Ouais. Ils sont même, à mon sens, de ce que j'entends, le réseauter, avoir des gens près de nous, être proche du monde, c'est la meilleure chose à faire pour être en santé globale. Donc, quand on se prive de ça, c'est assez dramatique. Mais vous, comme neuropédiatre, qu'est-ce que vous pensez de ça, les réseaux sociaux? Ben, moi, je pense que comme on a mentionné, c'est quelque chose qui isole les jeunes puis qui a un impact là, sur leur bien-être puis leur santé mentale. Je suis très fier, par exemple, qu'on ait retiré l'utilisation du cellulaire à l'école, là, ce qui est déjà un grand plus. Puis même les directions d'école nous le disent, là, le bruit est revenu dans l'école. Ah oui! Les jeunes, ils rejouent au Mississippi, des affaires qui avaient disparu. On parle de discothèque, là, mais même des affaires comme des jeux de table, ça se faisait plus à l'école. Là. Donc, il y a vraiment, ils voient un réel changement, les professeurs. Puis il y a eu une commission là-dessus, là, sur les écrans, qu'Amélie Dionne, elle a mené à travers le Québec. Ils sont déplacés, ils ont rencontré des jeunes, puis ils ont fait beaucoup de recommandations. Ça, c'en était une, le cellulaire à l'école, mais il y a d'autres recommandations qu'il va falloir implanter pour la suite des choses parce que c'est sûr que ça a un impact négatif. Est-ce que vous pouvez en parler des recommandations, des choses que vous aimeriez peut-être mettre en place? Bien, il y en a beaucoup. Là. Il y en a 56 recommandations là, du rapport. Là, donc, je les énumérerai pas une après l'autre. Là, c'est un test de mémoire. Mais ben moi, je pense beaucoup à la petite enfance. Tu sais, le 0-5 ans, là, il y a plein d'effets néfastes des écrans sur la santé physique et sur le développement social, incluant le langage. Puis, tu sais, toute l'estime de soi, puis tout ça, ça se bâtit très jeune. Donc, ça aussi, ça a un impact négatif sur la santé mentale. Moi, j'ai un intérêt particulier là, pour des mesures qui vont toucher les 0-5 ans. Tu sais, on dit pas d'écran avant 2 ans, mais les chiffres montrent que c'est pas ça la réalité, là. Ce serait pas d'écran avant 5 ans? Non, mais il y a plein d'enfants de 2 ans qui ont accès à des écrans, là. Même des fois à la garderie, là, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Qu'est-ce que ça crée au niveau du langage chez l'enfant comme problème? Des retards de langage. Pour quelle raison? Parce que les enfants apprennent par mimique. Donc, à voir les lèvres de sa maman, de son papa bouger. Puis c'est comme ça qu'ils apprennent à s'exprimer. Maintenant, si le parent est en train de regarder son téléphone pendant qu'il ou elle allait, ben ça donne le boire au bébé, ben ça change tout. Si l'enfant il apprend à parler en regardant dans un écran, c'est pas le même transfert qui se fait vers l'enfant. Il y a le contact également, donc plein de choses comme ça que les psychologues puis les développementalistes nous disent là, que c'est pas bon. Puis il y a des effets, il y a des effets sur l'œil en soi. Il y a des effets sur l'activité physique. Donc, il y a plein de choses, là. Donc, moi, le 0-5 ans, je trouve que c'est un âge qui devrait être ciblé, là. Au niveau des écrans en particulier? Oui. OK. Ah, c'est vraiment frappant. En effet, j'ai quand même beaucoup d'amis qui regardaient leur téléphone en allaitant, puis je veux pas juger, puis c'est pas ça le but, mais en sachant que ça peut créer vraiment des problèmes, là, c'est sûr que c'est important de le dire. C'est pas banal. Mais c'est rendu tellement une extension de... Il y a même un mot pour ça que j'ai appris récemment, la technoférence. Là. Oui. La technoférence. Oui, c'est flyé, là, mais
Ça existe. C'est quoi la définition? Je pense qu'elle peut l'expliquer mieux que moi. Si je me trompe pas, c'est le fait de, lorsqu'on est interrompu dans un échange par une technologie, c'est bien ça. C'est si on parle à quelqu'un, par exemple, on reçoit un texto et là, la conversation en souffre parce qu'on arrête de parler puis on est distrait. C'est à ça qu'on réfère, je crois, quand on parle de technoférence. Là. Donc, on a de la technoférence tout le temps. Là. Pas juste à table, tout le temps. Tout le temps. Hein? Mais j'avais vu aussi, il y avait une étude qui disait, si on est au restaurant, le cerveau va être moins alerte ou focus, en tout cas, si le téléphone est là, même s'il est reviré, si l'œil voit un téléphone sur une table, déjà, l'attention est dissipée. Donc, au restaurant, là, c'est téléphone. On le voit pas si on veut être avec les gens, mais on fait pas ça. Tout le monde a le téléphone là. Puis on devient anxieux juste en entendant une vibration. Oui. Puis, je sors peut-être un peu de mon rôle de scientifique, mais moi, dans mon quotidien, c'est quelque chose sur lequel je me questionne beaucoup. Tu sais, par exemple, quand je travaille, c'est comme, on dirait que c'est par défaut que tout le monde va avoir leur boîte courriel ouverte. Et là, bing, 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 on est toujours distrait. Et ça, dans ce que je fais, tu sais, j'ai besoin de pouvoir passer de longues minutes à me concentrer, à lire des textes, à rédiger. Et ça, c'est tellement mauvais pour le cerveau parce que t'es toujours distrait, tu sais. Puis le cerveau n'est pas fait pour ça, tu sais. Donc, je me questionne beaucoup sur la façon dont... par exemple, dans les universités, tu sais, comme moi, je suis chercheur, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'implante dans mon quotidien pour limiter ces distractions-là, tu sais. Il faut faire un effort conscient d'aller à contre-courant pour mettre ça de côté. Et moi, c'est quelque chose que je commence à dire à tout le monde, tu sais, attendez-vous pas à ce que je réponde dans la demi-heure. Ça se peut que ça me prenne 4 heures à vous répondre parce que je vais faire un bloc de travail en profondeur, sans distraction, tu sais. Mais quand tu fais ça, t'es en dehors de la norme parce que tout le monde est hyper connecté. Mais ce que je me suis rendu compte très humblement en faisant ça dans les dernières années, c'est que ma productivité a vraiment augmenté par rapport au style de travail que je faisais avant. Tu sais, je suis capable d'écrire beaucoup plus par rapport à moi-même, par rapport à ce que je pouvais produire avant. Et j'ai aussi je note un effet sur la créativité. Tu sais, en recherche, faut qu'on trouve des questions intéressantes, tu sais. Et je note c'est comme si j'étais capable d'aller plus loin dans mes réflexions, tu sais, de me poser des meilleures questions. Mais c'est un effort soutenu c'est ça, qu'il faut pas lâcher parce que tout nous ramène toujours à ça. Exactement. C'est hors norme maintenant de répondre après 4 heures. Tu sais, c'est quand même... Mais moi, j'en prends note. Je vais sûrement essayer d'appliquer ça. Parce que là, il faut quand même se trouver des outils pour essayer de ne plus suivre cette espèce de courant qui va de plus en plus vite. Donc ça en serait un, de dire, tu sais, d'avertir, de s'enlever cette pression-là de répondre maintenant tout de suite, d'être hyper connecté. Déjà, ça serait un bon outil à appliquer dans sa vie. Oui, tout à fait. Mais comme politicien, mais vous faites 2 métiers où quand même l'anxiété doit être à un niveau médecin, politicien. Comment vous allez dans votre santé mentale? Je vais bien, merci. Puis politicien, c'est pas mal plus stressant que médecin. J'en doute pas. C'est quoi vos... Comme ministre, là, c'était vraiment extrêmement stressant parce qu'on est toujours sous l'œil des médias. Là. Donc, on trouve des moyens. Puis moi, je suis chanceux, là, je suis bien encadré. Puis famille, amis, tout ça. Donc ça n'a pas de prix, ça. Comment vous gériez ça, justement? Et comment vous gérez ça... de toujours devoir répondre rapidement, d'avoir des demandes sans cesse, plusieurs fois par jour. C'est un peu ça. Là, est-ce que ça a fait monter votre niveau d'anxiété? Ah, bien sûr. Oui. Bien sûr. Ça a eu un impact sur mon sommeil. Ça a eu... je m'en rendais même pas compte, mais ces derniers mois, je vois la différence. Ah oui, on s'en rend plus compte. Non, on s'en rend plus compte. Ça devient notre réalité. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'anxieux à la base? Non. Je parlais avec un collègue, puis on parlait d'anticipation. Ça, moi, c'est quelque chose que j'avais jamais vécu. Puis pourtant, j'étais
j'ai fait mon cours de médecine, la résidence, tout ça, c'est quand même des périodes pas faciles, mais j'avais jamais vécu ça à l'anticipation. Ah non, vous êtes capable d'être dans le moment présent. Vraiment. Ce qui est assez rare, même ça, de nos jours. Donc, vous avez cette capacité-là. Mais en politique, j'ai découvert c'était quoi l'anticipation. Tu sais, le matin, quand tu te réveilles, là, tu te dis qu'est-ce qui s'est passé hier, là, ou qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui, là. C'est pas facile. Ouais. C'est pas un état... Mais c'est ça. Quand on est tout le temps dedans, c'est comme si on s'en rend plus compte de cette espèce de stress physique même. Tu sais, des fois, le cœur bat plus vite, on a une barre, l'appétit, le sommeil peut changer. C'est quand on s'en sort qu'on réalise dans quel état on était. C'est pour ça qu'on a besoin de personnes comme Geneviève qui éduquent nos jeunes à comment gérer ça, puis prévenir ça, puis qui est à risque. Puis c'est tellement important. Là. Mais il faut dire aussi que c'est un défi peu commun. Tu sais, c'est gros aller en politique et c'est normal de peut-être réagir de cette façon-là. C'est le corps qui répète. C'est ça. C'est assez exigeant. C'est pas tout le monde qui ont ce quotidien-là. Donc, je pense que c'est tout à fait normal aussi que ça laisse ces effets-là. Mais oui, tu sais, on en a parlé de qu'est-ce qu'on peut recommander, qu'est-ce qu'on peut faire. C'est pas sorcier, il n'y a pas de formule miracle. En même temps aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est les mêmes parallèles que pour la santé physique. Tu sais, la base, bien dormir, c'est essentiel. Si vous lisez des travaux sur le sommeil, c'est fascinant de voir toutes les répercussions que ça peut avoir lorsque notre cycle de sommeil est déréglé. Bien manger, avoir des relations sociales positives et fréquentes. Et ça veut pas dire avoir 400 amis. Là. On peut avoir 1, 2 amis, des parents soutenants qui nous encadrent de façon positive. Ça, c'est super intéressant. Bien manger, faire de l'exercice. Des programmes d'exercice sont parfois dans des plans d'intervention pour traiter la dépression, parce que ça a vraiment un effet positif. Et là, maintenant, si toutes ces choses-là, si cette recette de base-là ne fonctionne pas, c'est sûr qu'il faut peut-être aller vers des traitements plus médicaux, là, la psychothérapie, même la médication. Ce sont des solutions qui sont envisageables et qui devraient être envisagées pour plusieurs personnes. Mais encore là, la psychothérapie et la médication, c'est loin de fonctionner pour tout le monde aussi. Donc, c'est quelque chose à garder en tête. C'est efficace. La recherche montre que ça fonctionne, mais c'est pas une recette miracle non plus. Donc, tu sais, encore là, je parlais des causes multifactorielles, des facteurs de risque, mais c'est un peu la même chose pour qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider, pour aider nos proches. C'est une panoplie de petits outils qu'il y a dans la boîte qu'on peut, à commencer par prendre soin de soi. Et là, avec la chaire de recherche, en déterminant des facteurs, c'est là où le but, c'est d'essayer de trouver d'autres façons de traiter, ou ça va être encore la même chose, bien dormir, bien manger, bouger. C'est quoi le but en trouvant d'autres facteurs? Bien, un des objectifs qu'on a, notamment moi, j'ai la chance de travailler avec des données issues de on appelle ça des grandes cohortes longitudinales. Ce sont essentiellement des enfants qu'on recrute à la naissance et qui sont suivis pendant plusieurs années, tout au long de leur vie. Moi, j'ai le grand privilège de travailler avec ces données magnifiques, très riches, qui ont été produites par les efforts de plusieurs chercheurs qui sont venus avant moi, là, qui ont mis en place ces grandes études-là. Et ces études-là sont hyper intéressantes parce qu'elles nous offrent un point de vue sur le développement dans le temps. Et donc, pour revenir à ta question, qu'est-ce qu'on essaie de faire de plus? Une des choses sur lesquelles on travaille en ce moment, c'est d'essayer de cibler, de mieux comprendre les périodes développementales clés ou sensibles durant lesquelles on appuie sur ça. Est-ce que, par exemple, c'est durant la transition au secondaire? Est-ce qu'on pourrait avoir des recherches, et je travaille là-dessus en ce moment, est-ce que on peut, si on identifie, par exemple, que le soutien social entre la 6e année, le secondaire 1 ou en 6e année, secondaire 2, est particulièrement important, plus qu'à d'autres âges avant ou après, bien, ça nous permet de focaliser nos interventions par la suite. Donc ces études-là longitudinales, elles sont nécessaires pour pouvoir comprendre ces choses-là parce
parce que si on effectue seulement des études qu'on appelle transversales, qui sont comme une photo, si on veut, d'une période de temps, mais on ne sait pas ce qui s'est passé avant, on ne sait pas ce qui s'est passé après, et on n'est pas capable de venir identifier ces choses-là. Donc, c'est une des choses sur lesquelles on travaille, oui. Et c'est peut-être dans la période 0-5 ans, dont on disait tantôt, tu sais, que on se dit, c'est un bébé, il s'en rend pas compte, il le sait pas, que je le regarde pas, justement, j'allaite, je regarde mon téléphone, il est pas conscient, mais peut-être que là, vous allez sortir des données, ça commence là. C'est ça c'est ça le but. Oui, tout à fait. Puis ça, c'est... En fait, ce qu'on sait sur ça spécifiquement, c'est que le zéro... Les trajectoires développementales, donc si, par exemple, un enfant suit une trajectoire qui est plus difficile, ces trajectoires-là leur début, on est capable de les identifier durant cette période-là. Donc, la petite enfance, c'est vraiment une période clé où souvent, si les enfants ont des difficultés de comportement à la petite enfance, il y a des fortes chances qu'ils manifestent aussi des difficultés de comportement plus tard à l'adolescence. Donc, c'est vraiment... On le sait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent durant cette période-là parce qu'il y a certaines difficultés qui deviennent en quelque sorte cristallisées à cet âge-là. Maintenant, c'est pas une condamnation, puis on parle toujours de probabilité, là. Ça veut pas nécessairement dire qu'un enfant qui a des difficultés précoces va nécessairement avoir des problèmes à long terme, mais en général, les tendances qu'on observe au niveau de la population, c'est un peu ça. Donc ça nous en dit long sur l'importance d'investir aussi à la petite enfance. Mm-hmm. Puis moi, j'aime beaucoup ce que Geneviève dit parce que, tu sais, une des phrases qu'on dit souvent, là, c'est le bon service au bon moment. Puis nous, par exemple, en santé mentale, on a ouvert ce qu'on appelle les aires ouvertes, qui sont de l'accès de première ligne pour les jeunes qui ont des problèmes de santé mentale, sans rendez-vous. Puis là, on a mis des différentes intervenantes de première ligne, mais il y en a beaucoup qui nous disent, vous devriez également mettre des services plus spécialisés dans les aires ouvertes. Mais tu sais, nous, ce qu'on aimerait savoir, c'est sur qui, justement, on devrait avoir focusé ce service plus spécialisé-là. Parce qu'on ne peut pas envoyer tout le monde. Si on envoie tout le monde, on a des longues listes d'attente, puis tout le monde est en train d'attendre. Mais si on peut déterminer qui est à risque, puis à quel âge ils sont à risque, puis à quel âge on devrait offrir plus de services, des services plus spécialisés, mais là, c'est un gros gain là, pour nous autres, puis pour toute la société. Là. Donc là, vous allez vous échanger vos numéros de cellulaire pour que vous puissiez vous communiquer cette information précieuse. Ben, c'est pas demain matin qu'on va avoir des résultats, je pense. Non, la recherche, ça prend du temps. Oui, ça, exactement. Oui. Puis les aires ouvertes, comment c'est reçu par les jeunes en ce moment? C'est fantastique. Oui. Ouais, vraiment. Là, on a une quarantaine de points de service à travers le Québec. Puis les jeunes, ils en veulent plus, là, vraiment. Puis c'est pour les jeunes, par les jeunes. C'est eux qui gèrent l'horaire, la décoration, les intervenants. Ils ont un comité de jeunes, ils ont un comité de jeunes national. C'est vraiment un des projets que je suis le plus fier là, d'avoir déployé ça à travers le Québec. Là. Donc, les jeunes lèvent la main quand même. C'est fantastique. On parle de changement de culture, le changement générationnel. C'est ça, vous voyez une différence? Moi, ma génération, on ne levait pas la main. Là. Ça veut dire qu'il y a moins de tabous? Absolument, absolument. Il y en a encore, mais il y en a moins. Ce serait quoi les tabous liés à la santé mentale des jeunes, selon vous? Ben, ce que les psychiatres nous disent, puis ce qu'il faut faire attention aussi dans nos communications politiques, là, c'est qu'il y a de moins en moins de tabous envers l'anxiété, la dépression, mais de plus en plus pour les troubles sévères, par exemple la schizophrénie, la psychose. Tu sais, le tabou que c'est des gens qui sont, entre guillemets, dangereux, alors qu'on sait que c'est pas vrai. Là, il y a plus de gens qui se font intimider à cause de leurs problèmes de santé mentale que le contraire. Mais ça, c'est un peu... ça existe encore, ce tabou-là. OK. Donc, on a encore du travail à faire pour déstigmatiser la santé mentale. Sont vus comme des personnes dangereuses. Trop souvent. Oui, c'est ça. Ouais. OK. Donc, mais dépression, anxiété, ça, c'est un petit peu plus accepté. On en parle un peu plus, c'est un peu plus accepté. OK. Les enfants qui ont de l'anxiété, à quel point c'est génétique? Parce est-ce que c'est ça? Est-ce que
c'est une donnée que vous allez étudier? Parce que des fois, là, on a beaucoup parlé de notre environnement ou l'éducation des parents qui peuvent amener de l'anxiété chez les jeunes, mais j'imagine qu'il y en a qui naissent avec ça fait partie d'eux. Est-ce que c'est génétique? Bien, ça fait partie d'eux, c'est ça encore, faut faire attention, mais effectivement, moi, c'est quelque chose sur lequel je me penche dans mes travaux qui m'intéresse beaucoup. Le rôle que peut jouer notre bagage génétique dans le développement des troubles mentaux. La réponse, c'est que les facteurs génétiques jouent un rôle. Ça, c'est sûr et certain. On a des études de jumeaux, notamment, qui nous montrent ça. Les études de jumeaux sont vraiment fascinantes parce que j'ai travaillé sur une cohorte longitudinale qui est une étude de jumeaux. Donc, des jumeaux qui ont été suivis depuis les années 90, là, qui sont vraiment, qui viennent de la même famille. Et ce que ces études-là nous permettent de faire, c'est qu'essentiellement, on va comparer les jumeaux identiques qui sont 100% ou à peu de choses, là, sont similaires génétiquement, à moins de mutations génétiques. Donc, ce sont des gens qui ont vraiment la même séquence génétique. On vient les comparer aux jumeaux qui, eux, sont fraternels, donc qui partagent seulement 50% de leurs gènes, comme frères et sœurs réguliers. Et ça, ce que ça nous permet de faire, c'est de vraiment séparer en 3 catégories, si on veut, les explications potentielles de troubles mentaux. Et ces 3 catégories-là, ce sont les facteurs génétiques, parce que lorsqu'on observe, par exemple, que les jumeaux identiques, qui sont similaires génétiquement, lorsque des jumeaux d'une même famille vont plus se ressembler. Tu sais, par exemple, on a Geneviève et Andréane, des jumelles identiques. Mm-hmm. Les deux, on développe un trouble anxieux à l'adolescence. Donc, on est similaires. Et si on a un autre paire de jumeaux fraternels, donc qui partagent seulement 50% de leur bagage génétique, et qu'on remarque que ces jumeaux-là, eux sont plus différents. Il y en a un qui a développé un trouble anxieux, l'autre pas. Bien, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que les facteurs génétiques jouent un rôle parce que les jumeaux identiques, ils sont 100% similaires sur le plan génétique. Et les études de jumeaux sur une panoplie de troubles mentaux, de traits de personnalité, tout ce que vous voulez, ce qu'on a montré dans les dernières décennies, ça fait longtemps que ces études-là sont menées, c'est qu'il y a une base génétique à l'ensemble des traits, que ce soit la personnalité, notre facilité à l'école, les troubles mentaux. Mais maintenant, le fait de dire qu'il y a une base génétique, ça ne veut pas dire qu'on est avec la certitude de développer un trouble anxieux. C'est pas ça du tout. Ça veut juste dire qu'on a peut-être un risque, une susceptibilité plus grande. Donc, encore là, je reviens à des probabilités. Et c'est la même chose que lorsque, par exemple, on va chez le médecin et qu'on se fait demander, est-ce que vous avez des antécédents médicaux par rapport à X maladie? Est-ce qu'on remarque ces choses-là dans votre famille? Bien, c'est un peu le même principe. Donc, les facteurs génétiques jouent un rôle, ça, c'est sûr et certain. Et moi, ce que je cherche à comprendre particulièrement, on le sait d'un côté que les facteurs génétiques jouent un rôle, on le sait que des expériences de l'environnement aussi ont un impact, parce que tout à l'heure, on parlait des réseaux sociaux. C'est sûr et certain que la hausse de l'anxiété qu'on remarque chez les jeunes, elle n'est pas due à une modification de nos gènes comme humains, parce que ça fait des millénaires qu'on existe. Donc, c'est sûr que c'est pas ça qui s'est passé. C'est sûr que c'est des changements dans notre environnement. On peut aussi comparer ça, par exemple, à l'épidémie d'obésité. Tu sais, les humains, les chercheurs en obésité parlent un peu de la même chose, c'est-à-dire que certaines personnes ont une vulnérabilité génétique, mais maintenant, ce sont des changements dans l'environnement qui se sont produits qui expliquent ces tendances-là et ces changements-là à l'échelle de la population. Et ce qui m'intéresse particulièrement, c'est d'essayer de comprendre comment, justement, les facteurs génétiques et l'environnement se combinent. Donc, est-ce que certains jeunes auraient peut-être une susceptibilité génétique? Et si ces jeunes-là sont exposés à davantage de temps d'écran parce que peut-être les parents sont moins sensibilisés, ou je ne veux pas mettre le blâme sur les parents, ou, tu sais, est-ce que ces jeunes-là sont plus à risque de par leur bagage génétique et du fait qu'ils vont être exposés à un certain environnement? Et ça nous amène éventuellement à la question de la spécificité, puis la question de... Il faut comprendre ces différences-là entre les individus pour pouvoir mieux agir. Donc, c'est très intéressant, ouais. Mais ça veut dire aussi que parce que là, c'est des suppositions, là, c'est ça qu'on étudie, là, fait qu'on peut pas dire que c'est ça à 100%.
C'est ça? Oui. On peut pas le dire là, en ce moment. Mais mettons que dans les recherches, ça prouve que si on a un bagage génétique et on a plus de chances de développer de l'anxiété, ben comme parents, si on sait qu'on est anxieux, puis que là, c'est déterminé quand tel âge et tel âge, il y a plus de risques que là, ça s'avère, ça se développe. Mais on peut faire attention, puis voir des signes, puis là, être accompagné s'il y a des programmes et tout ça. Fait que c'est merveilleux là, que ça soit mis en place, parce que là, ça va aider tout le monde à avoir l'œil ouvert, puis s'assurer que ça se développe pas peut-être l'anxiété chez nos enfants. Exactement. Ben, dans un monde idéal, ce serait l'objectif final. Maintenant, il faut que je vous dise, comme chercheur, qu'encore là, que nos outils, les outils qu'on utilise pour étudier ça, sont très, très imprécis. Donc, oui, on le sait comme chercheur que les facteurs génétiques jouent un rôle, mais de là à dire qu'on peut utiliser ce qu'on utilise en recherche pour baser des interventions dans la vraie vie ou dire aux parents, vous avez cette vulnérabilité génétique-là basée sur notre outil moléculaire qu'on développe, on n'est vraiment pas rendu là. Ça prend combien d'années pour faire ce genre de... Ben, ça prend plusieurs années, mais aussi, il y a aussi le fait que la génétique humaine, des traits complexes qui sont comme par exemple la psychologie, c'est tellement compliqué. On est même pas... le génome humain a été séquencé au tournant des années 2000, donc on est capable d'aller mesurer l'ADN, les marqueurs génétiques, mais ce qu'on comprend de plus en plus, c'est que c'est une boîte noire. Il y a des milliers et des milliers de variantes génétiques. Les variantes génétiques, des fois, c'est pas tout à fait clair ce que ça veut dire. Des fois, on se rend compte aussi que on peut mesurer, par exemple, un effet génétique chez une personne, mais au final, cet effet-là reflète un peu l'environnement dans lequel la personne vit parce que c'est corrélé, parce que notre bagage génétique va influencer nos choix de vie. Tu sais, si je suis quelqu'un qui aime le risque, qui est un peu impulsif, peut-être que je vais être plus portée à prendre de l'alcool, à passer du temps avec des amis qui sont un peu délinquants, tu sais. Et ça pourrait être expliqué par mon bagage génétique. Donc, c'est extrêmement complexe et... sur ce point-là de la génétique, ce que je vous dirais, c'est que c'est très important d'en prendre conscience, mais c'est très important aussi de continuer à financer ces travaux-là pour mieux comprendre. C'est plus du côté de la science fondamentale où on n'a pas d'application concrète aujourd'hui, mais c'est important de le comprendre, essentiellement. Oui, c'est vrai. Bon, ça démontre ma personnalité. Moi, je voulais que l'année prochaine, on se revoie puis il y avait un traitement de tel mois. Ouais, non. Mais non, c'est ça. Mais là, on comprend pourquoi c'est pas simple, la science puis la politique. Hein? Ouais. Un, c'est blanc ou noir, puis l'autre, c'est plein de nuances. Là. C'est c'est ça, ce mariage-là qui est si difficile à faire. Mm-hmm. Là, on a parlé des aires ouvertes, justement, qui est votre plus grande fierté. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles vous êtes en train de travailler, dont vous pouvez nous parler, ou des choses qui se mettent en place prochainement, un souhait que vous avez au niveau de la santé mentale là, chez les jeunes? Ben, je pense on a déposé un programme, un plan d'action interministériel en santé mentale. Là, je suis plus au gouvernement, par exemple, ouais. Mais je pense que c'est important que ça continue. Une autre partie du programme que j'aimais beaucoup, là, c'est ce qu'on appelle la paire aidance. Comment des jeunes affectés peuvent aider d'autres jeunes ou d'autres familles ou à générer des politiques publiques. Ça aussi, c'est une partie qui était incluse dans le plan d'action, mais qui n'est peut-être pas assez mise de l'avant. Non, c'est ça. Je pense que la paire aidance, là, c'est quelque chose qui a vraiment un impact très positif. Là, je suis allé à certaines réunions, certains congrès là, sur la paire aidance. C'est quoi concrètement? C'est quelque chose que je ne connaissais pas tellement bien. Ben, c'est des gens qui sont affectés par des problèmes de santé mentale, qui partagent leur expérience, puis qui nous aident à améliorer les politiques publiques, qui nous aident à améliorer les traitements, qui nous aident à améliorer comment les gens sont reçus dans le réseau, par exemple. Puis ça, c'est important, puis ça aide aussi à libérer la parole. Une fois qu'on sait que Jean ici, ben il y a un problème de santé mentale, mais tu sais, j'aimerais ça ressembler à Jean quand je vais être grand. Là. Fait que ça nous aide beaucoup au niveau de nos jeunes. Puis maintenant, il y a même des programmes de jeunes en paire aidance avec des organismes comme Cap Santé Mentale. Donc, il y a plein de belles choses qui sont en train de se développer, puis qu'on espère qu'ils vont continuer à se développer. Puis moi, ce que je dis par rapport à ce que Geneviève nous a dit aujourd'hui, ben tout ce qui est prévention, là, tous les facteurs, puis intervention scolaire, c'est toutes des choses qu'il faut continuer à améliorer. Dans le titre de la chaire, on parle du mot bien-être.
Ça, c'est aussi là, tout l'aspect santé mentale positive. Puis, comme elle disait tantôt, la santé mentale, c'est comme la santé physique. Là, ça se travaille. Là. Une bonne santé mentale, ça se travaille. Puis, c'est aussi important qu'une bonne santé physique. Donc, ça, c'est des choses que j'espère qu'ils vont continuer pour les prochaines années. Mais, tu sais, là, tu travailles pour une couple d'années. Là. C'est sûr. Ben oui, vraiment. Mais dans l'ère du temps médical, est-ce que c'est nouveau qu'on parle de bien-être mental ou ça a toujours existé? Maintenant, on a une journée pour la santé mentale positive. Ça, c'est nouveau. Là, depuis 2-3 ans qu'on a voté ça au Parlement. Mais encore une fois... C'est quoi la date? Non. Oh non! J'ai pas checké. On regardera tantôt. Mais ça, c'est... Tu sais, la politique, ça évolue au rythme de la population. Donc ça, on est rendu là, mais il faut que tout le monde puisse en profiter aussi. Tu sais, beaucoup des changements qu'on fait, c'est les gens qui sont plus éduqués ou qui ont plus de connaissances qui en profitent. Une des choses que j'ai toujours voulu insister aussi, c'est de développer des programmes pour que tout le monde en profite. Ouais. Puis pour que ça arrive, il faut se rendre dans les milieux de vie. Puis pour les jeunes, le milieu de vie, c'est l'école. Le message pour moi aujourd'hui, là, ce serait qu'il faut que les écoles ouvrent la porte à des chercheurs comme Geneviève, puis à des cliniciens qui veulent venir influencer dans nos écoles. Oui. Pour aussi enlever, j'imagine, de la pression aussi sur les professeurs qui peuvent pas avoir, gérer tout ça. Là, ils en ont déjà beaucoup sur les épaules. Donc, j'imagine, ça serait vraiment... merveilleux qu'un jour, il y ait peut-être plus de communication, c'est ça, collaboration entre des chercheurs, des commissions scolaires, des écoles, oui, c'est ça. Oui, un pont. Tout à fait. Puis la santé mentale positive, pour revenir à ça aussi, je pense que c'est tellement... On met... Tu sais, comme humain, on est un peu conditionné à toujours remarquer... ce qui est négatif en premier, tu sais, notre cerveau est construit comme ça. On a un biais de négativité. Donc, on va donner plus d'énergie à ce qui est alarmant dans notre entourage, dans notre environnement, que ce qui est positif. Mais la santé mentale, c'est pas juste une absence de troubles anxieux ou dépressifs. C'est pas juste de ne pas avoir de diagnostic. C'est de s'accomplir. C'est d'avoir une bonne estime de soi. C'est de faire ce qu'on veut dans la vie, que notre vie ait du sens. Et particulièrement par rapport à ça, le fait de ressentir que ce qu'on fait, c'est important puis que notre vie a du sens. Je reviens aux jeunes parce que c'est quelque chose que j'ai lu récemment et qui a attiré mon attention. C'est lorsqu'on leur pose la question aux jeunes de secondaire 4 ou 5, est-ce que vous vous en allez dans une direction qui vous intéresse? Est-ce que vous trouvez que votre vie a du sens? De plus en plus, c'est une minorité de jeunes qui ont ce qu'on appelle une santé psychologique florissante. Donc, qui peuvent répondre oui. Il y a beaucoup de jeunes et de plus en plus qui trouvent qu'ils n'ont pas de but, ils sont perdus. Et ça, je trouve que c'est une tragédie. Tu sais, moi, je me rappelle mes années au secondaire, ça a été une période absolument marquante, tellement importante pour moi. Je me rappelle surtout de la communauté de gens qui avaient autour de moi, de ces objectifs-là qui n'étaient pas nécessairement clairs. Je ne savais pas exactement ce que je voulais faire, mais je savais que je m'en allais dans une direction. Tu sais, alors qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes qui perdent ces repères-là. Donc oui, c'est important de parler de prévention de troubles mentaux, au même titre que c'est important de parler de prévention de maladies cardiovasculaires. Mais encore faut-il être en bonne forme physique ou en bonne santé mentale. Tu sais, c'est tout aussi important. Il faut être capable de monter les marches chez nous avec les sacs d'épicerie. Il faut pouvoir fonctionner dans le monde. Et ça, on peut faire le même parallèle, encore une fois, avec la santé mentale. Donc, un individu qui s'accomplit pleinement, c'est pas seulement un individu qui n'a pas de diagnostic, c'est quelqu'un c'est ça, comme je le disais, qui a une bonne estime de soi, qui a un sentiment d'identité, qui a un niveau de bien-être aussi. Donc voilà, donc porter attention à ces choses-là, c'est tout aussi important. Ah, c'est magnifique. C'est vrai qu'on dit rarement ça, que la santé mentale, c'est aussi s'accomplir, être bien. Mais j'aime ça aussi, t'as pas dit être heureux puis ressentir du bonheur, parce que ça, des fois, ça met... on sent de la performance, d'être bien, tu sais, d'être heureux. Mais je trouve, en tout cas, moi, dans ma génération, c'est comme « je suis heureuse, je suis assez heureuse. » Tu sais, alors que le bonheur, souvent, ça va, ça vient, c'est mouvant. C'est pas un état constant, tu sais. Fait que je trouve ça beau que tu l'aies pas nommé non plus là-dedans, tu sais, que
ça enlève une couche de performance. Juste avoir un sens. Non, mais avoir un sens, c'est pas banal, là. Ça me rend triste de savoir que la majorité des jeunes en est pas. Est-ce que vous, M. Carman, vous avez toujours eu un but dans la vie? Est-ce que ça vous vient très jeune? Vous saviez ce que vous vouliez faire? Puis... Oui, puis moi, je vais revenir encore sur l'estime de soi. Ça se bâtit dans la petite enfance, l'estime de soi. Donc, ça, c'est super important. Puis, il y a aussi que, actuellement, je pense que nos jeunes, ils voient que c'est pas facile pour leurs parents. Il y a toutes sortes de choses qui... Je pense que ce qu'on dit, c'est que c'est la première génération qui pense qu'ils vont moins bien réussir que leurs parents depuis depuis la guerre, en fait. Fait que ça, c'est une raison de s'inquiéter. Puis c'est pour ça qu'il faut faciliter la réussite de nos jeunes, puis leur donner un plus de sens à la vie, comme elle dit. Est-ce que vous savez pourquoi les jeunes pensent ça, qu'ils vont moins réussir que leurs parents? Ben, je pense qu'il y a les enjeux de coût de la vie, il y a les enjeux d'environnement. Oui, l'environnement, ça peut être toutes très sortes présent, on d'enjeux n'a pas parlé. qui peuvent avoir un impact sur la vision à long terme de nos jeunes. Puis quand vous dites l'estime de soi, ça se développe à la petite enfance, pour les parents qui ont des jeunes enfants là, qui écoutent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour essayer de développer l'estime de soi de leur enfant sans l'hyper-protéger ou l'amener dans une hyper-protection ou sans trop le vénérer pour qu'il y ait trop d'ego, par exemple? C'est quoi c'est quoi les outils? Ben moi, je crois pas à ça, trop d'ego, là, non? Premièrement. Là. C'est bon avoir de l'ego. C'est bon avoir de l'ego. C'est bon avoir de l'ego. C'est bon de s'émerveiller devant tout ce que ses enfants font. Moi, j'ai rien contre ça. À moins qu'on me dise le contraire. Pour vous, moi, j'adore ça. Mais pour vous, ça crée pas ce qu'on dit des enfants rois. Là. Ça, vous trouvez que c'est quand même bon de... Moi, je pense qu'un enfant roi, c'est un enfant que tout ce qu'il nous demande, on fait. OK. Mais un enfant qu'on félicite pour tout ce qu'il accomplit, ça, c'est autre chose. Puis ça, tu sais... Puis d'ailleurs, même avec les écrans dont on parlait tantôt, là, le message aussi, c'est si tu donnes du temps d'écran à ton enfant, ben participe avec lui. Commente ce qui se passe, pose-lui des questions, interagis. C'est ça qu'on est en train de perdre un peu, là, c'est l'interaction sociale. Puis ça a une valeur immense. Là. L'humain est un animal qui vit en société. Là. Ça, il ne faut pas perdre ça. Là. C'est vrai que c'est... Dans toutes les recherches, c'est au niveau physique, mental, c'est la chose. Fondamental. C'est fondamental à l'être humain. Oui, il ne faut pas oublier, on est un animal. Là, on a des GAFA qui sont en train de développer des outils là, qui nous permettent de s'éloigner l'un de l'autre puis de faciliter comment tout se fait. Puis on embarque un peu là-dedans, mais il ne faut pas. Faut pas. C'est définitivement appuyé par la science. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis tant intéressée à ça. Je me rappelle, quand j'ai commencé mes études, il y avait une étude qui est sortie aux États-Unis en 2010-2011, si je me rappelle bien. Puis, je ne sais pas si vous avez déjà entendu la fameuse statistique de être isolé socialement, c'est équivalent à fumer 15 cigarettes par jour pour la santé. C'est une étude qui avait comparé ce qu'on appelle des tailles d'effets et qui avait trouvé un peu cette comparaison-là qui est très, très frappante et qui montre que les gens qui se retrouvent particulièrement isolés plus tard dans la vie sont ceux qui vont souvent moins bien sur le plan physique. Et si je peux citer aussi une autre étude qui m'a beaucoup impressionnée, que j'ai lue au début de mon parcours, c'est l'étude de Harvard longitudinale, où ils ont recruté des hommes avant la Première Guerre mondiale, je pense, et ils les ont suivis sur toute leur vie. Et la chose encore là qui ressortait à la fin de leur vie chez ces hommes-là, les hommes qui étaient capables de dire qu'il y avait une vie qui avait eu la peine d'être vécue, qui étaient en bonne santé, qui avaient un bon réseau social, ben c'était ça justement, c'était le fait qu'ils n'étaient pas isolés socialement. Donc, les relations sociales, puis on tend
on tend à minimiser ça. Tu sais, ça nous saute pas aux yeux, tu sais, à quel point c'est important de sortir de chez soi, d'aller voir son épicier ou son barista, de parler aux gens au quotidien. Puis dans le monde des adultes, les gens de plus en plus restent chez eux pour faire du télétravail. C'est mon cas. Et je ressens ce besoin-là. Des fois, je me dis, crème, j'aurais aimé ça parler à 2-3 personnes aujourd'hui, avoir une interaction complètement banale, mais c'est nourrissant puis c'est important. Peut-être pas au même titre que d'avoir des relations sociales positives qui nous soutiennent vraiment, d'avoir des gens chez qui on peut se fier si on a des problèmes, des gens qui nous soutiennent pour de vrai, ça c'est absolument essentiel, mais aussi toutes les petites interactions sociales au quotidien, à quel point c'est important aussi de les souligner. Donc pour revenir aux écrans, c'est tout ça aussi que les jeunes ont moins aujourd'hui. Il y a des données aussi qui montrent que les jeunes passent moins de temps avec leurs amis après l'école. T'sais, on recule 10, 15, 20 ans, les jeunes passaient beaucoup plus de temps à la maison à inviter des amis après l'école. Aujourd'hui, je pense que c'est la moitié moins de temps qu'ils passent avec des amis en personne. Donc, c'est un changement de société qui est réel, il faut s'en préoccuper. Il ne faut pas démoniser non plus les écrans. Puis ça fait partie de nos vies, il faut qu'on fasse avec. Mais il faut que les gens soient au courant de ce que la science nous dit sur ces choses-là pour prendre les décisions par eux-mêmes et pour qu'on puisse développer des politiques aussi pour soutenir la population. Est-ce que depuis qu'il n'y a plus de téléphone dans les écoles, ça change, ça? Est-ce que vous savez, les jeunes, est-ce qu'ils en parlent? Ils ont plus le goût de voir leurs amis la fin de semaine ou au contraire, là, ils n'ont pas été sur leur téléphone, fait que là, c'est pire la fin de semaine. Est-ce qu'on sait déjà ça ou on ne sait pas encore? Non, mais on a quand même des témoignages là, de centres de services scolaires puis de directeurs d'école qui nous disent que la vie à l'école a changé. Puis ça, déjà, c'est positif. Oui, parce que c'est la majorité de leur temps. Exact. Là. Mais là, c'est sûr qu'il y a le soir, il y a la fin de semaine, comme vous dites. Donc, il faut en faire plus. Mais déjà, je pense que c'était une première intervention qui est fort positive là, de tout ce que j'entends là, du milieu puis de mes citoyens aussi. Là, ça a vraiment beaucoup aidé. Tant mieux. Puis la chaire de recherche, j'ai su qu'elle était unique au monde. En quoi est-elle unique au monde? Est-ce que c'est parce que, justement, vous prenez plusieurs données, plusieurs facteurs, que vous allez regarder largement tous les facteurs qui pourraient influencer le jeune? Qu'est-ce qui vous différencie des autres recherches sur l'anxiété? Bien, unique au monde, je ne suis pas la seule chercheuse à travailler sur ces enjeux-là. Puis en recherche, la recherche, c'est du travail d'équipe. Moi, je construis sur les travaux de plein de chercheurs à travers le monde qui montrent certaines choses. Et là, après ça, moi, je me pose mais si on allait un petit peu plus loin, qu'est-ce que ça donnerait? Donc, c'est sûr que moi, bien humblement, c'est ça, la chaire, elle bâtit sur tous les travaux de recherche qui sont venus avant moi. Mais ce qui est vraiment unique de cette chaire-là et des travaux que je vais mettre en place dans les prochaines années, la première caractéristique, j'en ai parlé un peu tantôt, c'est le fait de pouvoir utiliser les données de ces grandes cohortes longitudinales-là, qui sont je le répète encore, mais c'est vraiment une richesse exceptionnelle qu'on a au Québec. On a des grandes études qui ont été mises sur pied par de grands chercheurs qui étaient présents avant moi, qui ont démarré il y a 25-30 ans. Ce sont donc des participants qui aujourd'hui sont pas tant plus jeunes que moi et sur lesquels on a des données par rapport à tout leur développement, leur performance scolaire, leur santé mentale, leurs relations sociales. Et ça, c'est vraiment une mine de données absolument exceptionnelle, d'autant plus que ces participants-là, aujourd'hui, eux-mêmes, ils commencent à fonder une famille, à avoir des enfants. Et donc, moi, mon objectif, c'est de construire là-dessus pour pouvoir continuer à suivre ces adultes-là, mais aussi la prochaine génération d'enfants qui naît aujourd'hui. Et donc, un deuxième volet, je dirais, qui est plus distinctif de cette chaire-là, c'est la capacité de venir étudier la transmission intergénérationnelle de ces enjeux-là, avec le volet génétique. Donc, il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur le lien entre le parent et son enfant. Ça, c'est sûr, je ne suis pas la première à faire ça. Mais de le faire tout en prenant en compte
le fait que le parent transmet son environnement, il crée une maison pour l'enfant, il y a des pratiques parentales, mais il transmet aussi son bagage génétique. Et ça, c'est absolument crucial si on veut comprendre comment l'anxiété, la dépression se transmettent d'une génération à l'autre. Donc, cet aspect-là de la chair aussi, c'est super intéressant puis c'est super prometteur parce que oui, aujourd'hui, comme je le disais, on remarque que l'anxiété, la dépression, on l'observe à l'intérieur des familles. Maintenant, la question qui demeure, est-ce que c'est plus parce que le parent va transmettre son bagage génétique? Est-ce que c'est parce que le bagage génétique du parent fait en sorte qu'il va être plus enclin à surprotéger son enfant? Ou est-ce que c'est tout simplement parce que ce sont les pratiques parentales auxquelles l'enfant est exposé? Il y a toutes ces questions-là qu'il faut départager. Si la réponse, c'est que c'est génétique, ben comme on le disait tantôt, il va falloir réfléchir à des façons de peut-être accompagner ou de sensibiliser les gens sur cette notion-là. Mais si on se rend compte que finalement, ben c'est pas tant génétique que ça, cette transmission-là, c'est vraiment plus les comportements de surprotection, tu sais, au-delà du partage génétique, ben là, on peut se dire, OK, on pourrait vraiment agir sur ces facteurs, sur les comportements des parents, peu importe leur bagage génétique. Donc, vous voyez que c'est des questions qui sont importantes à venir investiguer et c'est ce que je compte faire dans les prochaines années. Un gros mandat. Oui, mais puis une chaire de recherche, une fois que c'est mis sur pied, ça dure dans le temps, ça peut durer plusieurs années. Oui, tout à fait, c'est l'objectif. Donc, moi, je suis la titulaire désignée, la première titulaire désignée, mais après ça, il va y avoir quelqu'un d'autre après moi qui va poursuivre. Et c'est l'objectif de cette chaire-là, c'est vraiment de mettre cette thématique de recherche-là au cœur de la priorité de recherche au sein de mon département de l'Université de Sherbrooke. Évidemment, il y a plein de gens qui travaillent sur plein d'enjeux hyper importants aussi, mais c'est de souligner aussi l'importance de la santé mentale par une chaire qui va demeurer. Elle est là. Le fond est là et ce sont des travaux qui vont pouvoir continuer dans les 5, 10, 15, 20, 25 prochaines années. Et je reviens aussi au fait que cette stabilité-là, c'est extrêmement précieux pour quelqu'un comme moi, surtout en début de carrière comme je le suis, parce que quand on parle de nos travaux de recherche comme chercheurs, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est embauché par les universités, sauf que pour mener nos travaux, il faut qu'on aille chercher des fonds. Donc, ça revient, ça fait partie de notre travail. On fait des demandes de fonds aux organismes subventionnaires provinciaux, fédéraux. Ce sont des concours, donc c'est pas garanti qu'on va avoir les sous pour venir soutenir les gens de notre équipe, pour payer de l'équipement de laboratoire. Donc, c'est un travail constant et qui est souvent, qu'on peut pas prédire nécessairement si notre subvention va être, si on va être capable d'aller en chercher une nouvelle. Et donc, cette chaire-là, en début de carrière, c'est précieux parce que ça m'offre un certain soutien c'est sûr. Donc, je suis certaine que je vais pouvoir mener certains projets, tu sais, directement en débutant. Donc, c'est une position qui est très privilégiée, puis je suis vraiment heureuse de pouvoir débuter ma carrière officiellement comme chercheuse en étant la titulaire désignée de la chaire. Oui, ça, il faut remercier aussi la Fondation. Absolument. De la recherche pédiatrique qui a, c'est ça, donné à cette chaire-là. Je pense que c'est la première fois, en plus, qu'il donnait une chaire. Mais c'est parce que c'est tellement important, c'est la santé mentale des jeunes, parce que quel adulte on veut pour notre société, pour après, tu sais, si l'anxiété fait juste augmenter tout le temps, c'est quel genre d'adulte ça crée un enfant qui a une anxiété chronique. J'imagine que ça crée après ça des enjeux au niveau du travail, au niveau de... Qu'est-ce que ça crée comme enjeu? Ben, les conséquences potentielles sont encore là multifactorielles. Il y a plein d'impacts potentiels. L'anxiété, la dépression est associée à une moins grande productivité au travail, à l'absentéisme. Ça, ce sont les choses auxquelles on peut penser rapidement. Il y a des répercussions sur les trajectoires scolaires, donc ça peut avoir un effet sur la performance scolaire des jeunes, leur bien-être. On revient au bien-être. Et il y a aussi des associations démontrées entre ces troubles mentaux-là et différentes problématiques de santé physique. Pas nécessairement qu'elle les cause, mais des fois, peut-être que ça peut engendrer des effets réciproques où, tu sais, l'anxiété peut peut-être mener à une aggravation de problèmes qui étaient déjà là. Donc, vraiment,
les conséquences potentielles sont assez vastes et Et importantes. Au ouais. niveau, c'est ça, de la société, parce que si on a une société en santé, après ça, ça va être beaucoup plus facile. On le voit là, quand le système de santé... Du côté gouvernemental, moi, il y en a qui ont besoin de médicaments puis de soins de services de santé, mieux on est. Donc, tout ce qui est prévention puis intervention précoce, là, c'est de la musique à mes oreilles. Et en termes de chiffres, l'anxiété, la dépression, ça coûte aussi cher aux sociétés que plusieurs des maladies les plus répandues. Donc, tout ce que je viens de nommer, c'est peut-être, on peut penser, ah oui, mais OK, certaines conséquences, mais ça a un impact absolument concret sur les sociétés. Ça coûte extrêmement cher. Et donc, c'est combien de personnes qui sont anxieuses? C'est-tu 1 sur 3, 1 sur 4, 1 sur 5? Ça dépend des estimés, mais généralement, on dit qu'une personne sur 3, tout au long de sa vie, va... c'est 30% des gens environ qui vont recevoir un diagnostic de trouble anxieux ou dépressif tout au long de leur vie. Maintenant, ça englobe aussi des gens qui vont peut-être juste avoir un épisode dépressif. Mais les estimés changent. Des fois, on parle d'une personne sur 4, une personne sur 5, une personne sur 3. Donc, ça dépend un peu des pays dans lesquels on mesure ça. Mais le message, c'est que c'est extrêmement fréquent. Ce sont les troubles mentaux les plus répandus dans la population. L'anxiété. Oui, l'anxiété et la dépression. Oui. Et je parle toujours des deux parce qu'ils sont encore une fois très comorbides. C'est que souvent, on va observer un trouble anxieux avec un trouble dépressif. L'un va venir avant l'autre ou ils sont souvent, c'est ça, ils sont très, très associés. Et une chose aussi, pour revenir à la génétique, peut-être que j'ai démontré dans mes travaux qui était super intéressante, c'est que sur le plan génétique, les marqueurs génétiques qui augmentent le risque d'avoir un trouble anxieux, trouble d'anxiété généralisé, sont les mêmes en très grande majorité que ceux qui augmentent la probabilité d'avoir un trouble dépressif majeur. Donc, la corrélation génétique ou l'association génétique, elle est très, très forte. Et ce que ça nous dit, c'est que certaines personnes ont non seulement une susceptibilité génétique de développer un trouble d'anxiété généralisée, mais aussi un trouble de dépression majeure. Donc, c'est pour ça que je parle toujours des deux ensemble. Ouais. OK. Très intéressant. Moi, j'apprends avec vous. Fait que, oui, c'est ça. C'est fascinant. Mais je savais pas que c'était autant coûteux. Donc, ça démontre l'importance de prendre soin de ça, de continuer à faire des recherches pour pouvoir évoluer comme société, aller mieux. Mais ça, c'est un enjeu. La consommation d'antidépresseurs, là, ça, c'est un enjeu de plus en plus jeune également. Donc, ça, c'est des choses qu'on regarde. Parce que ça augmente. Puis nous, notre réponse, ça a été de donner accès à d'autres professionnels que pour venir soutenir la personne, pas juste à l'aide de médicaments, mais à l'aide d'autres interventions. Ça, c'est quelque chose qui est déjà présent, qui est déjà sur notre radar. Mais maintenant, qui est plus à risque? C'est ça qu'on a besoin de savoir pour avoir des interventions plus personnalisées. Oui, c'est ça. Parce que même, j'avais entendu que juste prendre un antidépresseur, oui, ça aide, puis c'est important pour plusieurs personnes, mais souvent, il faut combiner avec de l'exercice, de la psychothérapie, des fois un changement d'habitude de vie, mais il faut combiner avec autre chose pour que ça fonctionne. Ouais. Des fois, ces accès-là sont plus difficiles ou plus limités pour certaines personnes. C'est ça. Puis elle l'a souvent dit, Geneviève, mais ça prend une approche, c'est multidisciplinaire, interdisciplinaire. Là. Oui, il faut que tout le monde travaille ensemble pour améliorer la santé mentale. Ça, c'est mon message. Oui. Merci, c'était vraiment très, très intéressant, très enrichissant. Puis j'ai trouvé ça formidable que vous soyez ensemble parce que là, c'est la preuve que c'est justement, ça peut cohabiter et que les recherches scientifiques sont importante pour faire avancer la société, qu'après ça, la politique peut mettre en place des choses pour changer la vie des gens. C'est très pertinent. Est-ce qu'il y a autre chose que vous vouliez ajouter avant... merci beaucoup. Ça a été très plaisant. Merci. Oui, merci de votre présence. Oui, merci de l'invitation. Ça a été un plaisir, vraiment. Là. C'est ça. On a besoin de prendre soin de notre bien-être. Et je rappelle ce que vous avez dit au début, M. Carman, que j'ai trouvé vraiment... merveilleux de demander aux gens comment ils vont, puis de rester à l'affût de
si on sent que des gens vont moins bien ou qui ont peut-être des symptômes d'anxiété qu'on a décrit plus tôt dans l'épisode, de vraiment s'intéresser aux gens puis d'inviter les gens à parler, parce que c'est la première chose. Et là, ça fait un contact humain, et ça, c'est la meilleure chose pour la santé. OK. En parler, c'est commencer à aller mieux. Oui, mais c'est vrai, absolument. Merci beaucoup pour votre présence. Je vous remercie d'avoir été là encore une fois. Je vous rappelle que vous pouvez faire un don. On l'a rappelé plusieurs fois pendant l'épisode, mais les dons servent à créer des projets de recherche, servent à financer des chaires de recherche. Donc, c'est extrêmement important. Vous êtes toujours très généreux. Donc, vous pouvez aller sur le site de la Fondation de la recherche pédiatrique. Le lien va être en dessous de l'épisode. On se retrouve bientôt pour un autre épisode de Microscope. Merci.